Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de l'Afrique et le rétro 2024. C'est le sujet. C'est, je dirais, l'antenne libre pour nos analystes pour se prononcer sur un sujet ayant retenu leur attention au cours de cette année. Plusieurs pays ont connu des actualités très mouvementées au cours de cette année 2024. Le Mozambique avec toujours, après le passage de cette tempête, et également la situation politique, surtout avec l'élection de Daniel Chapo, du parti au pouvoir Frélimo, qui continue pas à être contesté avec des manifestations et des réfugiés qui quittent déjà le pays. L'Éthiopie avec son intention d'avoir accès à la mer et finalement un accord avec le Somaliland, puis avec la Somalie. On pourra parler également de la crise au Soudan, de la guerre au Soudan, qui bientôt fera 2 ans. On pourra parler du Ghana avec le retour de John Mahama, ou du Sénégal avec l'accession au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko devenu Premier ministre, du Bénin avec cette affaire de coup d'État et des accusations des pays de l'AES, l'AES avec ces accusations des autres pays qui veulent les agresser, mais aussi les changements de Premier ministre au Mali et au Burkina. On pourra parler également, cette année a été marquée aussi par les relations tumultueuses entre le Rwanda et la République démocratique du Congo et les tentatives de réconciliation qui pour le moment ne donnent pas des résultats. Le Kenya avec la loi des finances qui a continué avec des manifestations. Le président a finalement annulé son projet, mais les taxes sont toujours imposées. Le Tchad, où le président, le général, est devenu un maréchal. Plusieurs pays, en tout cas, ont connu des actualités brûlantes au cours de cette année. Je ne sais pas lequel vous intéresse, mais je veux bien commencer par vous, Maoulolo Samson Alidja. Merci. Je vais rapidement parler de l'Éthiopie et puis après de la Mozambique. L'Éthiopie qui veut se comporter comme une puissance sous-régionale ou qui est convaincue de par son histoire d'être une puissance sous-régionale et d'être celle qui fait la paix ou celle qui fait la guerre dans cette partie de la Corne de l'Afrique. On se rappelle de l'affaire du barrage qu'il avait opposé avec l'Égypte, où l'Égypte même le grand barrage de la Renaissance, où l'Égypte même avait menacé d'attaquer militairement le pays si jamais ce barrage-là était construit. Finalement, le projet poursuit son chemin et l'Éthiopie décide. Pendant longtemps, l'Éthiopie avait accès à la mer. Oui. Lorsque l'Érythrée était une province éthiopienne, ce pays avait accès à la mer. Mais depuis 1994, la mémoire est bonne, ils n'ont plus cet accès-là. Même si actuellement, ils ont normalisé leur relation avec l'Érythrée. Je pense que le pays veut avoir un accès plus direct à la mer. C'est pour ça qu'il s'est retourné vers le Somaliland. Ce qui m'a un peu intrigué, c'est la déclaration d'Emmanuel Macron récemment, lorsqu'il disait que l'Éthiopie, en tant que puissance régionale, devait avoir accès à la mer. Je pense que c'est assez fort. Le pays n'a pas de façade maritime et je ne vois pas pourquoi un président français viendrait dire que ce pays devrait avoir accès à la mer si le pays géographiquement n'a pas accès à la mer. Par rapport à la Somaliland, je pense que l'Union africaine est un peu en retard sur ce dossier-là parce que je ne vois pas de scénario possible où ce pays retournerait dans la Somalie. C'est vrai, ils disent que si la Somalie revenait dans une optique de République fédérale, ils pourront voir dans quelle mesure serait possible. Mais on parle quand même d'un pays qui est parvenu à fonctionner normalement comme un État depuis que Siad Barre a fui le pouvoir en 1994 et que le pays a sombré dans le chaos. Ils tiennent des élections, il y a une alternance, ils ont même leur monnaie et c'est un pays aussi assez riche en ressources minérales où des compagnies anglaises, australiennes viennent extraire du pétrole et des minerais et font du commerce. Donc, et justement, dans le dernier document que la fondation Héritage, qui est une fondation de néoconservateurs américains, a donné à leur poulain Donald Trump, la seule mention de l'Afrique, c'est quand ils ont dit au président Trump de reconnaître le Somaliland comme un État. Et connaître Trump, c'est quelque chose qui peut arriver. Donc, il faudra bien quand même qu'au cours de l'année à venir, on suive bien dans cette région-là, parce qu'il pourrait y avoir beaucoup de remous. Par rapport au Mozambique, la victoire sous tension du parti au pouvoir depuis l'indépendance du pays reflète quand même la perte de vitesse des partis traditionnels africains, surtout des partis libérateurs. On a vu aussi ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'ANC, qui ne fait plus rêver beaucoup de monde. Et c'est un peu ce qui se répète au niveau du Mozambique. Parce qu'on dit quand même que le candidat Daniel Chapo aurait gagné avec 70% des voix. Mais lorsqu'on voit la façon dont le pays bout actuellement, loin des regards, loin des projecteurs, mais où la contestation demeure très vive, lorsqu'on voit même comment la campagne électorale s'est déroulée, avec des violences, des assassinats ciblés, on se rend compte qu'il faut vraiment
il est vraiment l'heure qu'on fasse la politique en Afrique. En tout cas, 2 sujets donc qui ont retenu votre attention, en tout cas pour ce premier passage, l'Éthiopie et le Mozambique. Credo Tété, quels sont les pays qui ont retenu votre attention? Il y a plein de pays dont l'actualité a suscité des débats sur ce plateau. S'il faut faire un rétro cette année, ou du moins dans cette émission, quels sont les pays qui vous intéressent, dont l'actualité vous a intéressé au cours de cette année? Non, moi je parlerai et du Sénégal et du Ghana. Le Sénégal, parce qu'on a vu tout ce que le couple Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont subi sous le règne, ou bien le régime de monsieur Macky Sall. Et aujourd'hui, ce sont eux qui sont les premiers décideurs. Et on a vu même la confirmation de leur aura lors des dernières élections législatives au Sénégal. Donc, il faut dire que le couple Sonko et Diomaye Faye symbolise aujourd'hui ce qu'on peut appeler dans un langage autre la rupture assourdissante. La rupture assourdissante parce que non seulement ils sont dans une logique de rupture, mais la façon dont ça cramponne, ça tamponne, donc cela attire l'attention et permet également au commun des mortels de s'interroger sur la gouvernance même de Diomaye Faye et de monsieur Sonko. Donc aujourd'hui, c'est le PASTEF qui tient tous les câbles de direction du Sénégal, jusqu'à ce que le parti de l'alliance de monsieur Macky Sall soit écrasé lors des dernières législatives, ce qui a amené tout récemment l'ancien président sénégalais à se retirer même de la tête de la direction de son parti. Donc c'est dire que il a concédé aujourd'hui cette défaite, cette ascension de Diomaye Faye et puis de monsieur Sonko. Mais l'autre interrogation, le commun des mortels peut aujourd'hui faire l'analyse sans langue de bois que il domine. Les gars du PASTEF dominent l'actualité sociopolitique, mais il va falloir qu'ils puissent aller rapidement également dans la mise en œuvre de leur programme de société, parce que c'est sur ça que les Sénégalais vont beaucoup plus les juger. Donc le combat a été fait jusqu'à, disons, je ne parlerai pas d'anéantissement, mais plutôt de l'affaiblissement du camp opposant en face. Maintenant, il faut penser au bien-être des populations sénégalaises. Quel est le produit qui a été vendu aux populations sénégalaises pour avoir ce plébiscite, non seulement pour les dernières présidentielles, mais également pour les législatives. Donc c'est là où il y a du pain sur la planche pour ces leaders du PASTEF qui sont aujourd'hui à la commande du pays. Maintenant, si je veux revenir au Ghana, je dirais c'est le symbolisme du retour de Mahamat au pouvoir. Donc le mode d'évolution et il faut comprendre, il faut apprendre des choses à travers ce retour de l'ancien président à la présidence de John Mahama Dramani. Et donc c'est dire que la persévérance, le courage, la persévérance et disons le contrôle de l'ambition paie toujours au bout du rouleau. C'est quelqu'un qui, lorsqu'il a été battu par Kufuor, c'est vrai qu'à un certain moment ça avait bouillonné en lui, mais rapidement, je crois que la sagesse a pris le dessus avec le concours des sages même du Ghana. Donc il s'est vite ressaisi, mais il n'a pas dormi sur ses lauriers. Donc c'est quelqu'un qui a mis les 4 ans à investir les coins et recoins et poser des jalons et essayer de faire renaître la confiance en son parti, en sa personne auprès des populations. Et nous avons vu comment ça s'est passé comme une lettre à la poste. Donc c'est dire que on aurait souhaité ce mode d'évolution du pouvoir. Et c'est également une leçon pour ceux qui ne réussissent pas au premier coup d'examen, pour dire que ce n'est pas parce que j'ai échoué au premier essai que lorsque je vais récidiver, je ne vais pas réussir. On dit l'échec ne doit pas être un lit où on doit s'y éterniser, s'endormir, mais lorsqu'on a un échec et lorsqu'on fait face à des stratégies d'échec, donc on doit se reposer, on doit se poser plutôt les bonnes questions. Et lorsque vous êtes posé les bonnes questions, vous allez déterminer les outils que vous pouvez employer pour essayer de renverser la tendance. Et le symbolisme même du retour de
de l'ancien président John Mahama Dramani au pouvoir n'essaie que de mettre assez de lumière sur ce travail de fond qui a été fait. Ce qu'on va souhaiter également à sa prise de fonction. C'est vrai, il a déjà commencé par des effets d'annonce pour dire que même les ministres qu'il va nommer, ce sont des gens qui doivent être à la tâche. Donc, il doit essayer de redonner beaucoup plus de confiance et agir, placer l'humain au centre de toutes les actions de développement. Louis Kamako, qu'est-ce qui vous a marqué en 2024 sur le continent? Plusieurs pays ont connu des actualités brûlantes. Vous, que retenez-vous? Non, tout d'abord, Credo a démarré avec, en mettant le focus sur un duo des civils. Il a parlé de Ousmane Sonko et de Bachir Diomaye Faye, les deux qui dirigent aujourd'hui le Sénégal. Je vais également mettre le focus sur des duos, mais sauf que ce sont des généraux, c'est des corps habillés. Je veux aller au Soudan pour parler des généraux Al-Bourhan, qui a été pendant longtemps le chef des forces armées soudanaises. Et Dagalo, connu sous le nom de Emedi, qui est le chef des forces de soutien rapide, le FSR. Rapide, en fait, des deux généraux qui jusque-là étaient de très bons amis, qui de par le passé ont travaillé ensemble, ils ont même mené un coup d'État ensemble. Mais sauf que depuis 2 ans, parce que ça fait 2 ans que la guerre s'est déclenchée au Soudan. Depuis 2 ans, leur lutte pour la suprématie est en train de déchirer justement le Soudan. Parce que ils mènent une guerre sans messie, une guerre qui est devenue presque floue, une guerre que les gens tendent d'appeler une guerre virtuelle, une guerre par procuration, parce que c'est une guerre qui se fait à huis clos et que jusque-là, personne ne maîtrise quoi que ce soit, on ne sait pas les tenants et les aboutissants de cette crise-là. Vous avez des généraux qui ont des soutiens séparément. Vous avez par exemple Bourhan qui est soutenu par la Russie. Bourhan qui est soutenu par l'Égypte et les États-Unis. Voilà, la Bourhan qui est soutenue par les États-Unis à travers l'Égypte en fait. Et vous avez l'autre général qui est soutenu par la Russie. Emeti qui est soutenu par la Russie. Voilà, la Russie qui est devenue aujourd'hui un partenaire privilégié pour tous les pays africains qui justement s'inscrivent dans ce qu'on peut appeler le multilatéralisme aujourd'hui. La Russie qui d'une manière ou d'une autre est en train d'empiéter sur le précaré français, sur le précaré français. Donc je crois que, comme je l'ai dit, c'est une guerre par procuration, une guerre dont on ne connaît pas les réelles causes. Surtout que ça se fait entre... Vous l'avez dit, eux aussi se battent pour être le premier, le numéro 1. Voilà, justement, mais derrière, quand vous voyez, vous allez vous rendre compte que la raison principale est ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que le Soudan est victime encore de la richesse de ses sous-sols. Parce que quand vous citez des puissances comme les États-Unis, comme la Russie, je pense que elles sont là, de loin, elles commanditent cette guerre-là justement pour tirer du profit. Vous voyez les images là avec des ressources naturelles qu'on est en train de nous montrer. Je pense que c'est pour cela que des gens continuent par entretenir, par doloter ces généraux-là qui en fait essaient de déchirer en fait le peuple soudanais aujourd'hui. Et une fois encore, les institutions africaines, à l'image de l'Union africaine, n'a pas pu justement régler ce conflit-là. Ça montre à combien de fois nos institutions sont, entre guillemets, des institutions qui n'existent que non. Vous m'excusez, je suis un peu dur avec eux parce que tout à l'heure on a débattu de la CEDEAO qui est militairement incompétente d'intervenir face aux attaques djihadistes, mais qui à un moment donné était très motivée justement à réhabiliter un président déchu. Donc ça veut dire que quelque part aussi il y a un manque de volonté dans tout ce que nous faisons et que on veut toujours attendre que le soutien vienne de l'étranger. À côté de là, parce qu'on parle de la guerre, on va également parler de ce qui se passe en Inde et Congo. Une guerre qui se passe depuis des décennies, mais malheureusement qui n'en finissent pas, et avec des rebelles du M23 qui, selon les indiscrétions, seraient peut-être soutenus par une puissance internationale. Et donc on a eu à tomber, ou bien on a eu à lire pas mal de rapports des Nations Unies de notifiant en fait l'implication d'un État comme le Rwanda dans cette guerre-là.
Et donc, je pense que là-bas aussi, c'est tout un tohu-bohu indescriptible avec la communauté internationale qui est souvent pointée du doigt, avec les diplomates qui sont qui sont également accusés de part et d'autre. Également, là aussi, c'est juste parce que le pays regorge assez de ressources naturelles qui est à l'origine de cette guerre. Donc, je pense que c'est des situations ou bien c'est des guerres. C'est-à-dire que je ne suis pas un journaliste de guerre, mais cela a un impact en fait négatif sur la politique en fait de cet État-là en 2024. Donc, c'est pour ça que je tiens justement à en parler. Donc, brièvement, de façon survolée, je crois que c'est ce qu'on peut dire. Mais la leçon à retenir, c'est juste parce que nous n'avons pas encore des institutions, nous n'avons pas encore des organisations internationales fortes, en fait, capables, en fait, de faire asseoir les belligérants autour d'une table et régler les problèmes une fois pour devant. Par exemple, quand vous voyez ce qui se passe au Soudan, je crois que c'est une crise qui aurait pu être résolue depuis si justement nous avons une Union européenne une Union africaine assez conséquente et assez stratégique dans cette démarche. Merci beaucoup. Je pense qu'on a encore un peu de temps. On ne sait pas s'il y a d'autres actualités qui vous ont marqué également. Il y a le Bénin avec l'affaire de coup d'État qui est là. Il y a, comme je le disais, les accusations des pays de l'AES. On a vu tout au long de cette année plutôt, les accusations des pays de l'AES, accusations d'agression souvent dirigées vers les pays voisins, surtout les pays de la CEDEAO. Il y a l'affaire de manifestation au Kenya qui a continué un peu. Le Tchad avec le général qui est devenu maréchal. Et parlant de grade, les pays, la Guinée également, où le colonel Doumbouya est devenu général, ou le Mali, où le colonel Assimi Goïta est devenu général. Bon, Traoré, lui, il est resté capitaine. Il y a d'autres sujets. La Guinée également, avec ses élections de fin de transition qui finalement sont reportées. L'Afrique du Sud avec l'ANC, plein d'autres sujets. Non, je pense que tous ces sujets-là peuvent être mis dans la rubrique politique. On ne parle que politique. Oui, bien sûr. Mais je veux changer un peu de cassette. Je veux mettre en fait le curseur sur l'économie en revenant sur cette interview que le professeur Kakonou Boukor a accordé récemment à un média international pour dire que d'abord, ce qu'il faut également remarquer, c'est qu'en 2024, les pays africains se sont écartés de leurs projets relatifs en fait à l'adaptation ou bien leur projet qui voulait qu'ils aient leur propre monnaie. C'est-à-dire que le projet relatif à l'instauration, à l'institutionnalisation de l'éco n'a plus résonné comme cela. Il y avait eu d'autres préoccupations. Oui, il y avait justement d'autres préoccupations. Mais à un moment donné, on a compris que tant que vous n'êtes pas indépendant économiquement, vous ne pouvez pas avoir une indépendance politique comme cela se doit. Je pense que tout cela influe sur tout ce que nous venons de dire tout à l'heure. Juste parce que l'Afrique n'arrive pas justement à battre sa propre monnaie et que nous avons un trésor qui est quelque part et que l'argent ou bien le budget de nos États respectifs sont peut-être analysés et passés au peigne fin ailleurs. Et donc, je pense que là, on est toujours sous la domination économique et donc, ça veut dire qu'on n'est pas économiquement, on n'est pas indépendant. Il a revenu à la déclaration de Oui, à la déclaration du professeur. C'est-à-dire que ce qu'il a dit, ce qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir eu le courage de dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'États prennent comme bouc émissaire la France. Ils pensent que c'est la France qui est le problème en fait auquel sont confrontés aujourd'hui beaucoup d'États africains. C'est-à-dire que quand vous parlez du problème d'emploi, du chômage, du sous-emploi, des problèmes sociaux auxquels sont confrontés les jeunes, beaucoup de pays trouvent qu'aujourd'hui c'est parce qu'il y a une présence française en Afrique que les choses vont mal. Mais Kakou Boukor est allé loin en disant que le jour où la France va définitivement plier bagala, le jour où la France va se retirer du continent, c'est là où ces dirigeants-là auront le cul dehors. C'est là où on verra que véritablement le problème de l'Afrique en réalité, ce n'est pas une puissance étrangère, mais juste parce que nous avons des dirigeants qui n'ont pas une politique de développement, des dirigeants qui n'ont pas une politique dirigée vers la jeunesse. Donc je crois que c'était une sortie qui m'a, moi, le plus marqué en 2024 aussi sur le plan économique. Merci beaucoup, Louis Credo.
Non, je crois que nous avons tous suivi les sorties du professeur Kako Nubukpo, que nous respectons. Mais il faut souligner l'ambivalence et l'ambiguïté même de ses propos. Parce que, oui, on en a vu comment il a porté l'idée du franc africain, mais lui-même, à un certain moment, était beaucoup plus dépendant de ces puissances qu'il aime aujourd'hui. Il a démissionné de pas mal d'institutions internationales. Ils occupaient des postes clés, mais malheureusement, il a laissé tomber pour être cohérent et logique dans sa lutte, en fait. Non, je ne parle pas de cet aspect. Je ne parle pas de cet aspect. Vous savez, Kako Nubukpo, que j'apprécie bien, donc il a fait la promotion de l'indépendance, de l'affirmation de la monnaie africaine, mais à un certain moment, lorsque il est aujourd'hui, il décrit aujourd'hui le sentiment anti-français qui est exprimé à tour de bras, donc moi j'aurais souhaité, parce que actuellement Kako Nubukpo est où? C'est vrai qu'il a fait le show, il a démissionné de la commission. Non, mais le débat n'est pas là. Non, il a démissionné de la commission, mais aujourd'hui, il est où? C'est le monsieur qui est aujourd'hui consultant de la FIDA, donc d'une puissance qui est sous domination aussi. Non, mais donc le débat n'est pas là. Est-ce que je peux aller au bout? Oui, mais... Oui, non, je t'ai suivi. Je t'ai suivi, donc je crois que c'est trop facile de jeter l'anathème. Je crois que c'est une prise de responsabilité. Et là, aujourd'hui, si on revoit monsieur Kako Nubukpo dans ses positions de défense, donc c'est là où je parle de l'ambiguïté. Mais cela ne voudrait pas dire que les projets qu'il portait sur le franc africain sorti du franc CFA n'est pas louable. Mais lorsque vous voulez marquer un temps, donc c'est que vous devez également vous écarter de ces sources que vous voulez combattre en sortant une monnaie pour l'Afrique. Donc moi, c'est tout mon problème et je souhaite, parce que pour ayant échangé ou bien échangeant régulièrement avec le professeur Kako Nubukpo, je lui dis, cette indépendance n'est pas que intellectuelle, mais cette indépendance serait aussi comportementale. Oui, ça, c'est le sujet sur lequel vous voulez réagir. Oui, Sam, c'est un autre sujet qui vous a intéressé. Je pense que moi, personnellement, le professeur Nubukpo m'a toujours fait penser... Économie aussi. Ouais. Je vais juste apporter une petite touche et puis je reviens tout à l'heure. Moi, j'ai toujours fait penser à quelqu'un comme Ndenkodjo. C'est des gens qui ne sont pas partisans de du changement frontal et brutal, mais qui pensent qu'en étant dans le système ou en étant un peu avec le système, on peut quand même parvenir à obtenir des changements. C'est une stratégie qu'on peut critiquer, mais c'est la sienne et je la respecte aussi. C'est tout comme ces panafricanistes-là qui sont tous en Occident. Exactement. Non, ces panafricanistes sont en Occident, mais ce n'est pas le même mode d'emploi qu'ils sont en train de faire. Mais on a vu M. Kako Nubukpo faire ses preuves également au niveau de la ce n'est pas le sujet de Samson. Que je le compare souvent avec Samson, revenez à votre sujet. Si on a du temps, on va revenir à Kako Nubukpo. Votre sujet. Mais quoi qu'on dise, il n'y a pas d'économie sans stabilité. Et c'est pour ça que moi, j'aimerais vraiment revenir un peu au comportement de l'Union africaine et à ce que lui avait dit par rapport à la guerre au Soudan surtout. Dagalo n'est pas un militaire. Dagalo, c'était un milicien des Janjaweed qui est un groupe génocidaire, il faut le dire. Ce n'est pas un militaire de formation. Il n'a fait que diriger les Janjaweed qui sont des groupes génocidaires qui ont massacré des populations noires et qui continuent encore de le faire actuellement. Qui a été utilisé par le président soudanais Omar el-Béchir. Parce qu'à un moment donné, l'armée régulière n'était pas capable de contrer l'avancée des troupes rebelles du Darfour. On a créé les Janjaweed. Les Janjaweed, jusqu'aujourd'hui, ce qui est drôle, c'est que c'est des personnes qui sont noires de peau, mais qui se pensent arabes et qui prennent des fusils pour tuer la population qu'ils considèrent comme étant africaine. Et depuis que la guerre a commencé, c'est le même mode opératoire que Dagalo utilise pour massacrer des populations africaines. Donc je me dis pourquoi maintenant cet homme qui n'est pas un militaire, qui n'est même pas porté par une ambition de construire un Soudan. Il est général. Il est devenu militaire par la force des choses. Il faut le dire. Mais son camp a été formalisé par le président Omar el-Béchir. On a créé une unité pour lui et cela s'appelle les forces de soutien rapide. Un groupe paramilitaire. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que en 2021, un diplomate soudanais et tchadien plutôt disait que le fait que la Libye expulse, parce que les pas des FSR se trouvaient en Libye, le fait que la Libye expulse ces FSR va déstabiliser la région. Il a dit au Conseil de sécurité de l'ONU et qu'il fallait qu'on réagisse rapidement. Ça n'a pas été fait, ils sont revenus.
Ils ne voulaient pas maintenant rentrer sur le commandement de l'armée régulière. La guerre a commencé. Mais le plus important, c'est qu'ils ont le même mode opératoire qu'ils avaient quelques années auparavant, en s'attaquant principalement aux populations africaines. Et là, je pense que l'Union africaine devait réagir en disant il faut soutenir Al-Bourhan contre Dagalo. Parce que ce n'est pas une guerre, Dagalo n'a pas de projet de construire un Soudan. Son frère, qui gère ses finances, son autre frère, qui gère son armée, c'est un clan, c'est du népotisme, et ils veulent à un moment donné même arracher le Darfour pour en créer un État. C'est quel projet de construire? C'est quel projet ils ont? Ils sont sérieux. Et la même chose en RDC au Rwanda. Vous avez un agresseur et un agressé. Il faut négocier, certes, mais il faut parfois punir celui qui agresse. On ne peut pas, ce n'est pas par des discussions, vous ne pouvez pas être en face de quelqu'un qui vous fait mal et on vous dit ça va, calmez-vous. Non. À un moment donné, il faut quand même qu'on reconnaisse celui qui vous fait mal à tort. Et j'aimerais aussi revenir sur le Tchad qui malheureusement laisse les armes passer par son territoire pour aller entre les mains d'une milice qui s'attaque aux populations africaines. J'ai du mal à comprendre parfois ce choix. Et quand malheureusement la France a voulu en parler, le Tchad a dit la France dehors. Donc parfois on applaudit bien la France dehors, mais il faut parfois se poser la question dans quelles conditions la France a été appelée à être dehors. Si le conflit soudanais n'est pas résolu, je pense que même les pays qui pensent aujourd'hui qu'ils en sont loin risquent de payer les pots dans les années à venir. Merci beaucoup à vous tous pour vos différentes contributions pour ce sujet. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.